Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 septembre 2025 et notre ami Larry C. Johnson est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Larry. Et on a survécu à un autre lundi. Dieu merci. Oui. Larry, pendant que nous parlons, Donald Trump et son administration semblent très sérieux dans leur volonté de faire pression sur la Russie. Et tout tourne autour de l'Inde. Si l'on regarde les pays qui comptent, 5 pays importants, il y a la Russie et le pétrole, la Chine, l'Inde, de haut en bas, la Chine, l'Inde, la Turquie, l'Union européenne et le Brésil. Il semble que les États-Unis, Scott Bessent a dit que si l'Europe nous aide d'une manière ou d'une autre, nous pourrons exercer beaucoup de pression sur la Russie. Nous pourrions faire s'effondrer l'économie russe. Oui, vous savez, je ne connais pas Besan, personnellement et directement. Mais j'ai quelqu'un que je connais bien, qui est très ami avec lui, et elle l'a toujours décrit comme quelqu'un de très intelligent. C'est pourtant la chose la plus incroyablement stupide qu'il puisse dire. Vous savez, c'est un type censé être un expert en économie. Alors parlons des faits économiques. Oui, près de 50% des exportations de pétrole de la Russie vont vers l'Inde et la Chine. Le pétrole représente environ 15% du PIB total de la Russie. Ce n'est pas ça qui va faire s'effondrer l'économie. Supposons que toutes les exportations de pétrole, que la Russie n'exporte plus une seule goutte de pétrole. D'accord, son économie chuterait de 15%. Ils ont déjà traversé un sacré effondrement économique dans les années 1990. C'était un effondrement économique. Ils s'en sont remis. Et c'est à la suite de cette expérience que la Russie a adopté des politiques économiques comme celles qu'elle applique aujourd'hui. Beaucoup de gens mal informés en Occident insistent pour dire « Oh oui, l'économie russe est vraiment en difficulté ». Pourquoi? Parce qu'ils ont pris des mesures pour stopper l'inflation. Et ces mesures ont ralenti l'économie. Eh bien, quand un gouvernement prend réellement des mesures pour faire ce qu'il faut sur le plan économique, resserrer la ceinture, éviter de trop dépenser, c'est un signe de bon sens. Contrairement à ici en Occident, où nous continuons à dépenser de l'argent comme un marin ivre en permission à Manille. Bon sang, il n'y a personne pour freiner cela de notre côté. Alors, espérer qu'il pourrait amener l'Inde et la Chine à arrêter d'acheter du pétrole russe, cela n'arrivera pas. Je veux dire, dans quel monde imaginaire vit ce type? Donc vous savez, ce rêve de faire s'effondrer la Russie, retournez lire le rapport de la RAND intitulé « Extending Russia ». Il date de 2019. J'en avais entendu parler, mais j'ai pris le temps hier soir de commencer à le lire. Seigneur, les hypothèses qui sous-tendent la politique américaine envers la Russie, alors que nous essayons de la détruire, de la contenir, reposent sur une croyance erronée concernant l'économie russe. L'Occident ne comprend fondamentalement pas à quel point l'économie russe est forte et robuste, en partie parce que le pays est immense. Il s'étend sur 11 fuseaux horaires. Il dispose de toutes les ressources naturelles dont un pays pourrait avoir besoin. Ils n'ont pas besoin d'activités commerciales extérieures pour se développer, rester intacts ou avoir une économie dynamique. Ils ont suffisamment de ressources internes pour se suffire à eux-mêmes. Donc oui, c'est un rêve insensé. Et l'Inde et la Chine l'ont clairement dit, ils ne joueront pas le jeu. Ils ne vont pas suivre cette voie. Et si l'Europe est assez stupide pour essayer de s'y rallier, bon courage. L'Europe n'est pas du tout en position économique de menacer ou d'intimider qui que ce soit. Il semble, Larry, voici ce qu'ils ont rapporté sur les 5 plus grands importeurs de pétrole russe. La Chine dépense 229 millions de dollars pour le pétrole russe avec une remise qui leur est accordée. L'Inde dépense 140 millions de dollars.
Maintenant, il se voit imposer un tarif de 50% là-dessus. Oui, regarde la photo, regarde les chiffres, Larry. Tu vois, en ce qui concerne l'Inde et la Turquie, une partie de ce pétrole qui va en Inde et en Turquie finit ensuite en Europe. Et ils en parlent. Je me demande combien de ce pétrole, comment ils reçoivent plus de pétrole de l'Inde ou de la Turquie. Parce que si c'est le cas, je ne sais pas quelle pression les États-Unis peuvent exercer sur l'Inde et la Turquie pour arrêter cela. Ou peut-être forcer les Européens à ne pas importer de pétrole de Turquie et d'Inde. Si cela ne fonctionne pas, la pression se reportera sur l'Inde et la Turquie. Eh bien, encore une fois, ils essaient de cibler l'Inde, et l'Inde ne se laisse pas faire. L'Inde a commencé il y a 1 an, en juin, à vendre ses bons du Trésor américain, les T-bills, et à acheter de l'or. Donc, ce n'est pas encore une baisse significative. Mais les derniers chiffres que nous avons vont de juin 2024 à juin 2025. Eh bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis juin 2025 qui pourrait éloigner l'Inde des États-Unis? Oui, donc, je ne serais pas surpris de voir l'Inde intensifier, accélérer la vente de ses bons du Trésor américain. L'Occident est dans une situation économique très fragile et périlleuse, surtout avec l'action des tribunaux américains visant à déclarer les droits de douane de Trump illégaux. Les États-Unis pourraient se retrouver dans la position de devoir rembourser des centaines de milliards de dollars à des entreprises étrangères, des pays étrangers et des particuliers auprès desquels les droits de douane ont été perçus. Le prix de l'or en ce moment s'envole littéralement. Il a dépassé son schéma traditionnel, tout comme l'argent. On a donc maintenant une multitude d'analystes qui parlent de l'or, qui est actuellement à 3 600 $ l'once. Si vous essayez d'en acheter une once, on parle de 5 000, 10 000 $ l'once. Le risque, à mon avis, que les États-Unis connaissent une crise financière en même temps que l'Europe est important. Maintenant, vous savez, je pense que Bessette et d'autres comprennent le danger et essayent peut-être de faire certaines choses en coulisses pour l'éviter. Mais l'Inde a clairement indiqué qu'elle n'allait pas céder aux États-Unis sur ce point. Ils ne vont pas permettre aux États-Unis de les utiliser comme un instrument, comme une arme contre la Russie. Cela n'arrivera pas. Achètent-ils des obligations américaines? Qu'en est-il de la situation concernant les liens entre les deux économies, l'économie de l'Inde et celle des États-Unis? Est-ce comparable à ce que nous avons vu avec le Royaume-Uni, c'est-à-dire une augmentation de leur achat d'obligations américaines? Eh bien, nous devons composer avec les statistiques. Selon les chiffres, l'Inde est le 10e plus grand pays exportateur vers les États-Unis, mais cela représente environ 85 milliards de dollars, et son économie dépasse les 4 000 milliards de dollars. D'accord, cela représente 2 à 3% de son produit intérieur brut. C'est, vous savez, appréciable, mais ce n'est pas essentiel. L'économie indienne ne dépend pas de sa capacité à commercer ou non avec les États-Unis. Donc je pense qu'il s'agit d'un cas où les États-Unis estiment avoir plus de leviers qu'ils n'en ont réellement. Et ils ignorent l'histoire des 60 ou 70 dernières années. Les États-Unis ont toujours eu une prédisposition à favoriser le Pakistan, parce que le Pakistan a permis aux États-Unis d'installer des bases de la CIA sur son territoire et de faire voler des avions U-2 au-dessus de la Russie. Nous avons toujours utilisé le Pakistan comme allié, un allié de circonstance d'ailleurs. Désolé, quelqu'un essayait d'appeler, mais c'était un allié de circonstance. Et notre soutien aux Moudjahidines, les combattants islamiques de la liberté en Afghanistan, c'est ainsi que nous les appelions en 1980, des combattants de la liberté,
pour chasser les Soviétiques. Et puis, après les attentats du 11 septembre 2001, il y a toujours eu en Inde un groupe, pas très important, mais un secteur aisé, qui a beaucoup profité des États-Unis en fournissant des services de transport, etc. Ainsi, les États-Unis ont toujours entretenu une relation plus étroite avec le Pakistan et non avec l'Inde. Et l'Inde, de son côté, a toujours eu une relation plus proche avec l'Union soviétique. Aujourd'hui, la Russie. Nous avons essayé de nous immiscer dans cette relation et de détacher l'Inde de la Russie, mais cela a échoué. L'Inde reconnaît qu'elle n'est pas une alliée de la Russie à proprement parler. C'est une amie de la Russie, et la Russie est une amie de l'Inde. Cette amitié est authentique et profonde. Larry, quelle a été la raison de l'attaque de la Russie contre Kiev et quelles étaient les cibles de cette attaque? Ça, je ne sais pas. Je veux dire, on a beaucoup parlé du fait que l'un des drones a frappé un des bâtiments gouvernementaux où le cabinet se réunit. Cela s'est passé de nuit. Donc, est-ce que la Russie l'a fait? Peut-être. Était-ce un faux drapeau de l'Ukraine pour créer un prétexte afin de justifier une attaque contre des bâtiments gouvernementaux à Moscou? Peut-être. Vous savez, chaque semaine qui passe, la Russie bat un nouveau record du nombre de frappes de drones et de missiles sur l'Ukraine. Cette semaine, c'était 818. Je crois que c'est le chiffre exact. Il y a 2 semaines, il disait « Oh, 750, c'est le plus grand nombre jamais atteint. » Eh bien maintenant, ils ont augmenté d'environ 60 drones supplémentaires. Ils détruisent des usines, des centrales énergétiques, des centres névralgiques et ils ont lancé la première attaque majeure contre l'un des ponts sur le Dniepr à Dnipropetrovsk. Donc la campagne de la Russie entre, je pense, dans une nouvelle phase en ce moment. Mais je n'ai pas la liste complète de toutes les cibles qu'ils frappent. Ils en frappent juste beaucoup. Keith Kellogg a déclaré qu'il s'agit de l'une des attaques les plus importantes et les plus dévastatrices contre l'Ukraine jusqu'à présent. Et il semble qu'il ressente d'une certaine manière que « Attendez. Vous êtes en train de me dire que l'Ukraine n'a pas abattu tous ces drones et missiles? Qu'ils sont quand même passés? Oh mon Dieu, oui, désolé. Mais je veux dire, regardez, à chaque fois qu'il y a une attaque, l'Ukraine dit « Oh oui, on en a abattu 95%. » D'accord. Bon, au moins Kellogg admet la réalité. D'accord, revenons à votre question. Désolé de vous avoir interrompu. Quelles sont les capacités défensives de l'armée ukrainienne? De quoi dispose-t-il aujourd'hui pour se défendre? Rien. Je veux dire, ils ont peut-être de temps en temps une batterie de missiles patriotes, mais leur défense aérienne est essentiellement hors service. Et vous savez, c'est pour ça que la Russie mène ses attaques à sa guise. Mais vous savez, c'est vraiment le cas depuis plus d'1 an. C'est juste qu'auparavant, l'Ukraine était très habile à mentir en disant « Oh oui, nous les avons tous abattus », alors qu'en même temps, on voyait les explosions. Vous savez, ils ont quelques vidéos. Ils disent « Oui, rien n'a touché l'Ukraine ou Kiev ». Et puis on peut voir les vidéos de missiles après missiles arrivant et frappant différentes cibles. Vous savez, la Russie intensifie son offensive. Je vais le dire comme ça. Si l'Ukraine ne peut pas se défendre, pourquoi l'Europe s'efforce-t-elle autant de poursuivre le conflit? Même avec les États-Unis, si on les inclut dans le calcul, ils veulent faire pression sur la Russie, alors que l'Ukraine n'est même pas capable de se défendre. Quel est leur intérêt dans cette situation? Toute la base des politiques occidentales au cours des 4 dernières années, en fait des 10 dernières années, repose sur la destruction de la Russie.
le démantèlement de la Russie et l'utilisation de la Russie comme levier pour s'attaquer à la Chine. Et il ressemble à Kübler-Ross avec les 5 étapes du deuil. Lorsqu'une personne vit la perte d'un proche, l'une de ces étapes est le déni. Donc l'Occident est encore là. L'Ukraine est morte. L'Occident est dans le déni. Il refuse d'admettre ce qui se passe réellement. Je ne sais pas comment ces personnes qui profitent de la guerre en Ukraine influencent les décideurs aux États-Unis et en Europe. Mais après tout, le complexe militaro-industriel, pensez-vous que dans leur cas, ils gagnent? Le complexe militaro-industriel profite-t-il de la guerre en Ukraine ou en sort-il perdant? Eh bien, je ne pense pas qu'il s'agisse tant de gagner ou de perdre, mais plutôt qu'ils ont été exposés pour leurs limites. Je pense qu'il y a toujours eu cette supposition générale, en abordant l'opération militaire spéciale, que l'Occident possédait le complexe industriel le plus puissant, produisant les armes les plus performantes et sophistiquées, et capable de les fabriquer en quantité suffisante pour tenir en cas de guerre conventionnelle. Ce que la Russie a révélé au cours de l'opération militaire spéciale, c'est que l'Occident est peut-être large comme un kilomètre, mais profond d'un centimètre. Il n'y a pas de profondeur. Ils n'avaient pas pris en compte le fait que, comme hier, la Russie a tiré plus de 800 drones et missiles. Eh bien, supposons que vous ayez suffisamment de batteries de missiles patriotes en Ukraine et qu'ils aient essayé d'abattre tout cela. Nous ferions le calcul. Chaque batterie de missiles patriotes tirerait au minimum 2 missiles contre chaque cible entrante. Eh bien, 2 fois 800, cela fait 1600. Lockheed Martin ne produit qu'un total de 550 de ces missiles par an. Ils ne peuvent pas augmenter la cadence. Ils ne peuvent pas simplement dire « Oh oui, il suffit d'ajouter plus d'ouvriers, de travailler 24 heures 24 et 7J7, et nous en produirons 1000 par an. » C'est 550 par an. Rien que cette attaque d'hier aurait complètement épuisé plus de 3 ans de production. Donc, oui, la batterie de missiles Patriot a certaines capacités, mais elle s'est révélée totalement incapable de contrer et de vaincre ce que la Russie tire sur l'Ukraine. Et il n'y a pas que la batterie de missiles Patriot. Nous avons constaté la même chose avec l'obusier M767, avec les obus d'artillerie qui y sont utilisés. L'Occident n'en produit pas assez. Tous les autres grands systèmes de missiles, Attack-MS par exemple, sont également disponibles en nombre limité. Donc ce que l'on observe en Occident aux États-Unis, ce sont des équipements militaires très coûteux, produits en faible quantité et rapidement épuisés s'ils sont engagés sur un champ de bataille moderne. Pourtant, les actionnaires de ces entreprises s'en sortent très bien, car les États-Unis continuent de dépenser de l'argent pour eux. Et en raison de l'épuisement d'une grande partie des stocks de l'OTAN, l'OTAN est censée, sur le papier, devoir en racheter aux États-Unis. Donc, ces entreprises, si l'on peut appeler cela gagner, elles gagnent. Très intéressant. Donald Trump et Poutine se sont parlé à plusieurs reprises. Je crois qu'ils se sont parlé 5 fois. Et la dernière fois, c'était directement. Ils se sont rencontrés en Alaska. Qu'est-ce que cela signifie? Allons-nous de l'avant? Sommes-nous en train d'avancer vers une sorte de règlement en Ukraine? Ou bien la situation n'a-t-elle pas encore évolué? Non, il n'y a pas de règlement. Le seul règlement sera que l'Ukraine finira par se rendre. Ils seront vaincus militairement. Il n'y a pas de négociation. Il n'existe aucune voie de négociation pour mettre fin à cela. Cela n'arrivera pas. Donc si certains veulent perdre leur temps à en parler, qu'ils le fassent. Mais cela n'arrivera pas.
Il me semble que pour les États-Unis, la seule option envisageable pour l'Occident, c'est-à-dire les États-Unis avec les Européens, serait la négociation, n'est-ce pas? Quant aux Russes, ils peuvent choisir entre la négociation et le champ de bataille. Eh bien non, écoutez, la Russie a été très claire. Si vous voulez régler cela, et j'ai publié un article sur sonar21.com il y a 2 jours, vous avez Poutine qui s'exprime au sommet de Slovénie à l'été 2001, quand George W. Bush était président. Donc George W. se tient là, à côté de Poutine, et Poutine sort un document. Il dit, regardez, nous venons de le déclassifier. Il a été rédigé en 1954, donc je pense que Staline était encore là. Et ce que c'était une demande directe de l'Union soviétique pour rejoindre l'OTAN en 1954. Incroyable. Et George W. Bush rit comme un idiot. Puis Poutine poursuit en disant, eh bien, cela a été rejeté. Et ensuite, il mentionne, j'en ai reparlé. Et vous savez, Madeleine Albright a dit, hors de question. Nous ne faisons pas ça. Donc il a admis qu'il avait demandé à Bill Clinton et que cela avait été rejeté. Pourquoi l'Occident refusait-il que la Russie participe à l'OTAN? Il leur faut un ennemi. Si l'OTAN n'a pas d'ennemi, on ne peut pas justifier un budget de défense de 1000 milliards de dollars. Tout cela tourne autour de l'argent, bon sang. Et au lieu de dire « la Russie, c'est une excellente idée, comme ça vous nous rejoignez », nous n'avons plus à nous inquiéter de renforcer nos défenses contre vous. Vous faites désormais partie de la famille. Peut-être qu'on pourrait collaborer pour résoudre des conflits dans d'autres régions du monde. Mais les États-Unis, pour reprendre la chanson de Robert Palmer, pas accro à l'amour, on est accro à la guerre, bébé. Oui, throughout le communisme. Quoi? Non. Eh bien, ils essayent sans cesse de présenter la Russie comme communiste aujourd'hui. C'est comme non, ils sont autoritaires. Encore une fois, c'est juste un autre mensonge de l'Occident. Vous savez, je n'ai vu personne en Russie se faire enfermer pour un tweet méchant, comme ce que vous avez vu avec ce comédien Linehan en Angleterre, qui a été arrêté parce qu'il a offensé les personnes transgenres. Donc non, l'Occident s'est lancé dans cette campagne pour détruire la Russie, et ça ne se passe pas bien pour eux. Et la Russie a été claire. L'OTAN, fichez le camp, reculez. Vous n'allez pas vous installer en Ukraine. Et ces territoires russophones font maintenant partie de la République fédérale de Russie. Reconnaissez-le et acceptez-le. Et que vous le reconnaissiez ou non, que vous l'acceptiez ou non, c'est la réalité. Ils ne vont pas reculer ou changer cela. Au contraire, ils vont prendre plus de territoire. Et je pense qu'ils prendront tout le territoire à l'est du Dniepr avant que tout cela ne soit terminé. Il semble qu'il y ait une sorte de conflit au sein de l'administration et des décideurs aux États-Unis. D'un côté, ils veulent considérer la Russie comme l'ennemi des États-Unis, le pire ennemi, avec cette mentalité de guerre froide. D'un autre côté, ils veulent d'une certaine manière traiter avec la Chine, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils souhaitent que la Russie se rapproche des États-Unis afin de faire face à la Chine. Vous savez, cela m'étonne de voir comment ils essaient de concilier ces deux choses. C'est une sorte de conflit interne quand on y regarde de plus près. Eh bien, tout cela remonte à l'état d'esprit. Lorsqu'ils regardent la Russie, le décideur moyen, les experts, les groupes de réflexion, ils partent du principe que la Russie est un ennemi et un adversaire. Donc il faut trouver comment la contenir. Je dirais, oublions ça. Partons du principe que la Russie est une amie et une alliée, quelqu'un avec qui nous pouvons collaborer. Nous avons de nombreux intérêts qui convergent, alors changeons d'attitude. Et c'est vraiment de cela dont il s'agit ici. C'est la croyance sous-jacente de l'élite occidentale sur la manière de percevoir la Russie. Et la Chine.
d'ailleurs. La Chine est désormais aussi considérée comme un ennemi. Mon Dieu, regardez leur taille. Regardez l'ampleur de leur armée. Il faut les arrêter. Eh bien, vous savez, ils ne parcourent pas le monde à tuer des gens comme les États-Unis l'ont fait. Alors, prenons du recul et voyons comment nous pouvons travailler ensemble. Maintenant, je pense que l'administration Trump est un peu paniquée face à l'influence croissante de la Chine en Amérique du Sud. L'Iran entretient déjà des relations étroites avec le Venezuela et leur a fourni des vedettes d'attaque qui peuvent être utilisées, ainsi que des missiles pour les accompagner, qui peuvent être utilisés contre la marine américaine. Mais il y a aussi la relation croissante de la Chine avec le Brésil, une relation commerciale en plein essor par-dessus le marché. Et donc les États-Unis, à mon avis, cherchent à empêcher ces pays d'Amérique centrale et du Sud d'entretenir des relations avec qui que ce soit d'autre. Il faut être marié avec nous. Vous ne pouvez pas aller entretenir des relations avec d'autres. Et vous savez, les États-Unis se sont habitués à leur hégémonie. Mais cela est en train de disparaître maintenant. En regardant l'administration Trump aujourd'hui et en la comparant à l'administration Biden, pensez-vous qu'ils sont plus réalistes vis-à-vis des États-Unis et de l'Allemagne? Selon vous, souhaitent-ils vraiment mettre fin à la relation entre les États-Unis et l'Allemagne? Oh non. Parce que l'un des principaux points, la discussion principale que j'ai habituellement avec mes invités, et surtout avec Alex Cranor, c'est qu'il croit d'une certaine manière que Donald Trump ferait quelque chose. Et nous avions ce genre d'espoir. Toi et moi, nous l'avons déjà eu. Comment te sens-tu aujourd'hui? Comment vois-tu les choses aujourd'hui? Vous savez, écouter les paroles de Donald Trump, c'est une chose. Regardons les actes. Ils ont déployé une flotte de navires de guerre au large des côtes du Venezuela. Ils ont 2 unités expéditionnaires de marine, on les appelle MEU, 200 marines dans chacune de ces unités. Donc 4400 marines, et maintenant un groupe de chasseurs F-35 déployés à Porto Rico pour être prêts à lancer des missions contre le Venezuela. Trump n'est pas intéressé par le fait de mettre de côté toutes les guerres passées. Et encore une fois, regardez ses paroles lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Prendre le contrôle du Groenland, prendre le contrôle du Panama, maintenant menacer le Venezuela, continuer à armer l'Ukraine. Oui, j'aime beaucoup Alex. Je le considère comme un ami, mais je pense qu'il est excessivement plein d'espoir et optimiste à propos de Trump. Et vous savez, en réalité, je pense que c'était John Helmer l'autre jour qui a fait remarquer « Il suffit de regarder avec qui Trump s'est entouré comme conseiller ». On retrouve le même groupe de néoconservateurs sionistes fervents qui proliféraient déjà au sein de l'administration Biden. En fait, on peut même dire que, comparez Marco Rubio à Anthony Blinken. Rubio est plus belliqueux que Blinken. Et, vous savez, on n'a jamais eu une situation où l'administration Biden a coulé un bateau simplement parce qu'ils affirmaient « Oh, on pense que ce sont des types louches. On pense qu'ils transportent de la drogue. » Je veux dire, cette histoire est manifestement fausse à tous les niveaux. Mais, vous savez, la plupart des Américains réagissent en disant « Ouais, c'est super. Ouais, qu'on leur botte les fesses. » Donc, vous voyez, Trump ne nous mène pas vers la paix. Il nous mène vers la guerre. Pensez-vous qu'il va se passer quelque chose concernant le cas du Venezuela? Je ne sais pas ce que pense l'administration Trump, mais s'ils ont tiré des leçons de ce qui s'est passé jusqu'à présent, je leur conseillerais de ne pas faire la guerre au Venezuela.
Oui, je pense que les États-Unis finiront par mener des frappes militaires à l'intérieur du Venezuela. Si Trump et son équipe sont assez stupides pour envoyer des troupes au Venezuela, bon courage. J'aimerais bien les voir arriver jusqu'à Caracas, voir comment ça va se passer. Il y aura des centaines de marines tués. Maintenant, ils risquent de tuer des milliers de Vénézuéliens. Mais à ce stade, Trump aura créé, ou plutôt ravivé, une haine des États-Unis en Amérique centrale et en Amérique du Sud, comme on n'en a pas vu depuis une génération. Vous savez l'image de ce gouvernement brutal des États-Unis tuant des Latinos. Les États-Unis ne sont pas dans une position économiquement assez forte pour se permettre de se lancer dans ce genre d'aventure militaire. Vous voulez dire qu'ils vont bombarder le Venezuela avec des avions de chasse sans déployer de troupes au sol. Donc, si c'est le plan, quel en serait le résultat? Simplement punir le gouvernement vénézuélien. Oui, tout ce qu'ils vont faire, c'est tuer quelques Vénézuéliens et détruire du matériel. Mais les États-Unis ont cette fausse croyance en la supériorité de la puissance aérienne, qu'elle peut tout accomplir. Ce n'est pas le cas. Nous l'avons prouvé face aux Houthis au Yémen. Toute notre puissance aérienne a bombardé différents endroits au Yémen. Et qu'avons-nous accompli? Nous avons perdu. Nous avons été repoussés. Nous appelons toujours cela une victoire, mais nous avons repoussés. Je n'ose imaginer l'indignation qu'il provoquerait en attaquant le Venezuela. Cela aurait d'énormes conséquences pour l'image de l'administration Trump et des États-Unis, notamment en Amérique du Sud et en Amérique latine, mais aussi dans d'autres régions, car tous ces conflits permanents semblent tout simplement invraisemblables. Eh bien, encore une fois, prenez du recul et demandez-vous, est-ce que les États-Unis prennent des mesures pour désamorcer les conflits, ou bien prenons-nous des mesures qui font grandir ces conflits, ou simplement les maintiennent au même niveau? Ce que je constate, c'est que, vous savez, il y a l'Ukraine, il y a la guerre en Palestine, il y a l'Iran, et maintenant, il y a le Venezuela. Donc Trump, au lieu d'essayer de retirer ces conflits de la table, continue d'en ajouter de nouveaux. Donc, à un moment donné, simplement, par probabilité, l'un d'eux va exploser. Vous savez, les États-Unis parlent déjà d'attaquer à nouveau l'Iran. Maintenant, on parle d'attaquer le Venezuela. Et il est apparemment prévu qu'il impose aujourd'hui de nouvelles sanctions contre la Russie. Il est vraiment en colère contre Poutine. Encore une fois, je ne pense pas qu'il dise cela simplement pour tromper les néoconservateurs. Trump est un homme faible. Il est fort quand il s'agit de se défendre contre les attaques. Il a montré une force incroyable en résistant à toutes ces attaques judiciaires. Mais lorsqu'il s'agit d'être un véritable leader, de dire « Écoutez, j'ai une vision pour le monde. Vous voyez ce que Trump aurait pu être en tant que président s'il était arrivé en disant « Écoutez, nous allons désengager les États-Unis de toutes ces guerres étrangères inutiles. Nous voulons que les États-Unis soient un ami des nations, pas un ennemi. Donc ce que nous allons faire, je déclare immédiatement aujourd'hui que nous retirons toute aide et tout soutien militaire à l'Ukraine. » Nous retirons tout notre soutien en matière de renseignement. Nous n'allons plus financer cette guerre. Cette guerre touche à sa fin. Nous n'allons plus faciliter cela. Nous allons négocier avec l'Iran, et dans nos négociations avec l'Iran, nous allons obtenir des garanties fiables qu'ils ne construiront pas d'armes nucléaires. L'Iran était prêt à conclure cet accord. Trump n'a rien fait de tout cela. À la place, oh, on va prendre le Groenland. Oh, on va prendre le Panama. Maintenant, il menace le Venezuela. Il menace l'Iran. Il participe au génocide des Palestiniens. Et il permet aux Ukrainiens de continuer à mourir sur le champ de bataille. Oui, montrez-moi où il prend des mesures pour la paix. Je ne le vois pas.
show me where he's taking steps for peace. I don't see it. Yeah, so do I. Moi aussi. Larry, l'Inde a envoyé son représentant en Iran. Ils essayent d'améliorer leur position sur le marché en Asie centrale, parce qu'avec ces droits de douane de 50% sur l'Inde, ils vont perdre une partie de leur marché aux États-Unis. Les États-Unis s'affaiblissent. C'est pour cela qu'ils cherchent des alternatives. Je ne sais pas s'ils iront dans cette direction et s'ils progresseront considérablement en Asie centrale. Mais si c'est le cas, reviendraient-ils aux États-Unis? Vous savez, c'est un processus qui ne s'inverse pas. Il continue simplement d'avancer. C'est comme la Russie. Regardez ce qui est arrivé à la Russie. Dans le cas de l'Europe, si vous regardez la Russie aujourd'hui, elle peut ignorer le marché européen. Elle peut se concentrer entièrement sur la Chine, l'Inde, la Turquie et d'autres régions du monde. Et l'Europe ne le reconnaît pas. Je ne sais pas si les États-Unis sont prêts à reconnaître. Ça te record quoi? Oui, s'ils perdent le marché, s'ils perdent, vous savez, l'Inde, s'ils améliorent leur position sur le marché en Asie centrale, ils ne reviendront plus jamais aux États-Unis. Eh bien, encore une fois, ils exagèrent l'importance de la politique indienne. Ce que les États-Unis importent d'Inde, ou du point de vue de l'Inde, ce qu'elle exporte vers les États-Unis, encore une fois, cela représentait 85 milliards de dollars l'an dernier, sur un total de plus de 4 000 milliards. Donc ce n'est pas négligeable, mais ce n'est pas non plus une question de vie ou de mort, ou une situation décisive. Ainsi, le commerce est plutôt le reflet, si l'on veut, de la relation plus large entre l'Inde et les États-Unis. Et cette relation s'est détériorée. Vous avez vu que Modi a déjà annoncé qu'il n'assisterait pas à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine prochaine. Il ne viendra pas. Il enverra Jai Shankar. D'accord. Ce qui se passe en réalité, c'est que les efforts de l'Occident pour sanctionner l'Iran se sont effondrés. Car maintenant, la Russie traite avec eux, la Chine traite avec eux, et l'Inde va traiter avec eux. Les BRICS créent une opportunité économique pour l'Iran qui n'existait pas il y a 5 ans. Avant, il n'était pas autorisé à la table des échanges internationaux. Maintenant, il l'est. Et cela va se faire en dehors de l'économie occidentale. J'ai vérifié cela ce week-end, juste par curiosité. Les transactions SWIFT, ce sont des transactions interbancaires. En gros, quand une banque envoie un message à une autre banque pour transférer de l'argent d'un compte à un autre. Pour la première fois dans l'histoire, cette année, elles sont en baisse de 15%. Maintenant, il y a plusieurs possibilités, et elles ne s'excluent pas mutuellement. Première possibilité. En raison de l'activité croissante des pays des BRICS et des échanges en monnaie des BRICS, leur monnaie nationale n'utilise plus autant SWIFT qu'auparavant. Deuxièmement, il y a une tendance à créer des plateformes numériques alternatives. Parce qu'actuellement, si vous utilisez SWIFT, il peut falloir jusqu'à 3 ou 4 jours pour transférer de l'argent d'un pays à un autre. Alors qu'avec ces plateformes numériques, comme la Chine avec le CIPS, cela se fait en quelques secondes. L'idée, c'est que SWIFT est un indicateur économique, et que ce soit parce qu'il devient obsolète et n'est plus pertinent pour l'économie moderne, ou parce que d'autres économies du Sud global qui l'utilisaient auparavant disent maintenant « nous allons commencer à commercer dans nos propres monnaies ». Le changement est en marche. Et le déclin de SWIFT ne sera qu'un indicateur de plus de la façon dont le monde est en train d'être transformé économiquement en ce moment. Larry, l'Iran gère la situation concernant le rétablissement des sanctions dans le cadre du JCPOA. Hier, le Parlement iranien voulait voter pour quitter d'une certaine manière le TNP. Mais le gouvernement Pezeshkian, a demandé aux députés de ne pas voter là-dessus et de stopper la procédure en amont
car ils essayent de faire quelque chose avec les États-Unis et avec l'Europe, surtout avec l'Europe. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré, dans un message publié sur X, que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, dans votre propre intérêt, vous devriez changer de cap. Je ne sais pas si ces pays sont vraiment en position de décider à ce sujet. C'est assez étonnant pour moi qu'ils essayent de discuter avec les Européens comme si ceux-ci avaient une réelle importance dans la décision finale qui sera prise. Pezeshkian and Arakshi, Pezeshkian et les Iraniens sont terriblement naïfs à mon avis. Ils croient encore stupidement qu'il existe un accord négocié avec l'Occident. S'ils s'habillent correctement, ou disent ce qu'il faut, ou font ce qu'il faut, l'Occident va soudainement les apprécier. L'Occident déteste l'Iran. Il veut un changement de régime, point final. Plus de république islamique. Donc, vraiment, ce sont des idiots. Mais vous savez, ils vont l'apprendre à leurs dépens. C'est comme cette vieille histoire de la tortue et du scorpion. Le scorpion grimpe sur le dos de la tortue et dit « Peux-tu me faire traverser l'eau ?» Et la tortue répond « Non, non, tu vas me piquer et me tuer. Non, non, je ne le ferai pas. Allez, je promets que je me tiendrai bien. » Alors la tortue laisse monter le scorpion et il commence à traverser la rivière. En plein milieu, bang, 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 le scorpion commence à piquer la tortue. Et alors que la tortue meurt, ils sont tous les deux en train de se noyer. La tortue dit « Mais tu avais promis que tu ne le ferais pas. » Et le scorpion répond « Je ne peux pas m'en empêcher, c'est dans ma nature. » Voilà l'Occident. L'Occident, quelles que soient les promesses, quelles que soient les garanties, quelles que soient les assurances, n'a respecté ni tenu aucune de ses prétendues promesses. On l'a vu lors des négociations avec Trump. En plein milieu de négociations pour réduire la menace nucléaire, ils ont permis à Israël d'attaquer. Enfin, bon sang, combien de fois faut-il se faire brûler et trahir? Donc, je comprends que Pezeshkian et les autres essayent de faire ce qui est responsable et adulte. Mais à mes yeux, ils vivent dans un monde de fantaisie. They're living in a fantasy world as far as I'm concerned. Je ne sais pas. Quand je regarde le gouvernement iranien, il me semble qu'ils ne veulent perdre aucune possibilité de diplomatie. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Après tout, si tout échoue, ils ne veulent pas que la faute retombe sur l'Iran à cause de cela. C'est pour cela qu'ils agissent ainsi. Who cares? It doesn't matter whether Qui s'en soucie? Peu importe si l'Iran va être blâmé ou non. L'Occident blâme déjà l'Iran. Il n'y a absolument rien que l'Iran puisse faire pour changer la vision de l'Occident, à part disparaître. Si la République islamique meurt et est éliminée, alors là, parfait, oui, on pourra s'entendre avec vous. Vous savez, c'est comme si vous étiez marié à quelqu'un qui couche avec toutes les personnes qu'il rencontre. Vous pouvez vous demander, est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois préparer le petit déjeuner le matin? Peut-être que je devrais faire plus le ménage. Y a-t-il des choses que je peux faire pour que tu m'aimes et que tu ne me trahisses pas? Non. Vous avez affaire à une personne malade qui ne se soucie pas de vous. Malheureusement, c'est ça l'Occident. L'Occident persiste à propager le mensonge selon lequel l'Iran serait le principal sponsor du terrorisme, un grand oppresseur des femmes, qu'il n'y a aucune liberté en Iran et qu'il faut le détruire. Et voilà Pezeshkian et Arakshi qui, à mon avis, croient stupidement qu'ils peuvent convaincre l'Occident qu'ils sont vraiment des gens bien, que l'Occident va les apprécier. Cela n'arrivera pas. Il faut donc grandir et reconnaître la réalité. Il faut choisir de monter dans le bateau avec la Russie, la Chine, le Brésil, l'Inde. Comprenez que l'Occident, qui a été le principal exploiteur colonial et meurtrier des peuples du Sud global depuis quoi 200 ans. Son règne touche à sa fin. Its reign is coming to an end. And it's desperate to stay in control. Et il est prêt à tout pour garder le contrôle.
Et pour cela, il violera, pillera et tuera quiconque il le jugera nécessaire. Je veux dire, vraiment, c'est un niveau de mal auquel, vous savez, j'appartiens malheureusement. C'est-à-dire, vous savez, il suffit d'empiler les cadavres. On aime toujours dire « Oh, regardez combien de personnes Mao Zedong a tuées. Regardez à quel point Staline était brutal. » Eh bien, nous accumulons nous-mêmes un joli nombre de morts. Alors, arrêtez de blâmer les gens du passé. Préoccupez-vous de ce que vous faites maintenant. Et nous avons vu un exemple emblématique la semaine dernière. Ils ont fait exploser un bateau simplement parce qu'ils ont dit « Oh, ils transportent de la drogue vers les États-Unis. » Et il suffit de regarder la photo réelle du bateau. Vous ne voyez pas de paquets de drogue empilés sur le pont de ce bateau. Désolé. Et on leur dit « Oh, ce bateau, il va aux États-Unis pour amener du fentanyl. » Il n'y avait même pas assez d'essence à bord pour faire la moitié du trajet jusqu'aux États-Unis. Et ça se voit. Vous savez, les jerrycans, ces bidons rouges d'environ cette taille, contiennent 5 gallons d'essence, un peu plus de 5 gallons. Il en aurait fallu 330 sur ce bateau pour atteindre les États-Unis à cause de la quantité de carburant consommé par ces moteurs. Donc, vous savez, nous avons tué ces gens. Et nous, oui, eh bien montrez-leur, nous allons en tuer d'autres. C'est la seule chose dans laquelle les États-Unis ont été bons. Tuer des gens. Raphaël Grossi, le directeur de l'AEA, a déclaré que s'il le laissait entrer, lui et son équipe, cela pourrait réduire la possibilité d'une attaque contre l'Iran. Pensez-vous qu'à ce stade, après ces attaques contre l'Iran serait vraiment préoccupé par le simple fait de diminuer la possibilité d'une attaque en laissant entrer A? Il faut remettre les espions en place pour qu'ils puissent espionner et identifier davantage de scientifiques et d'ingénieurs nucléaires afin qu'Israël puisse en éliminer d'autres. L'Iran doit prendre sa propre décision en tant que nation. Mais d'après ce que j'ai vu, je ne laisserai pas l'AEA s'approcher de l'endroit. Ils ont été complètement disqualifiés, discrédités. Et leur dire « Allez en Israël. Quand Israël signera, alors nous signerons. Sinon, fichez le camp. Nous sommes un pays indépendant et nous allons défendre les intérêts de notre nation. » Penses-tu, Larry, que Donald Trump laisserait Israël attaquer l'Iran alors qu'ils sont en conflit avec le Venezuela? Ou quoi? Ouais, je ne sais pas. Trump est un sioniste pur et dur. Il les soutient complètement. Il ne va pas, jusqu'à présent, il ne les a pas vraiment tenus en laisse. On dirait plutôt que c'est Israël qui tient Donald Trump en laisse. Tu vois, parce que quoi? Pendant les 12 jours de guerre entre les deux pays, ils n'ont rien envoyé à l'Ukraine. C'est pour cela que je pose la question. Il faut se concentrer sur un seul conflit. Les États-Unis ne sont pas en mesure de soutenir tous ces conflits en même temps. Il ne peut même pas en financer un seul. Écoutez, il continue de soutenir Israël. Je pense qu'Israël est dangereux parce qu'il est blessé. Comme un animal blessé, il peut réagir violemment et faire des choses très destructrices. Israël a de vrais problèmes. Il est en train de tuer les Palestiniens. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il n'est pas fort économiquement. Il est fracturé en interne, vous savez, d'un point de vue politique. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes entourés de plusieurs situations volatiles différentes et n'importe laquelle d'entre elles pourrait exploser. Et Trump, comme je l'ai dit, au lieu de retirer ces sujets de la table et de désamorcer la situation, il en rajoute.
Donc, et nous n'avons pas vraiment abordé les implications de la crise financière internationale qui plane sur l'Occident. Vous savez, aucun des pays des BRICS n'affiche un ratio dette PIB supérieur à 100, mais c'est le cas de l'Occident. Et l'issue la plus probable de cela, c'est une stagflation généralisée, où l'on observe un déclin économique accompagné d'une envolée de l'inflation. Et l'inflation s'envole aux États-Unis. La semaine dernière, on attendait un rapport sur l'emploi, 100 000, mais il n'y a eu que 22 000 nouveaux emplois. Donc l'économie américaine ralentit, et cela va s'amplifier. Oui. Voici Larry Watt, le chef du Parti démocrate israélien, qui affirme que le Premier ministre fait échouer tout accord pour ramener les otages et refuse de mettre fin au combat. La guerre visant à annexer Gaza a pour but de préserver le pouvoir de Netanyahou et de lui permettre d'achever le coup d'État. On voit des gens en Israël parler ainsi. D'un autre côté, on voit Donald Trump soutenir pleinement Netanyahou et déclarer qu'il faut libérer les otages. Sinon, l'enfer s'abattra sur Gaza. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent encore faire à Gaza, mais pensez-vous que ce genre de discours serait perçu de la même manière qu'auparavant? Comme vous l'avez mentionné plus tôt, Donald Trump a essayé de faire pression sur le Hamas, mais ils n'ont pas cédé. Est-ce que cela va se reproduire? Oui. Écoutez, il y a 5 mois, Trump a dit « Vous libérez les otages d'ici samedi, sinon il y aura un prix à payer. » Vous savez, c'est l'homme qui crie au loup. Il ne cesse de proférer des menaces sans jamais les mettre à exécution. Vous vous souvenez que la Russie avait 50 jours, puis 10 jours, et ensuite il devait y avoir des sanctions écrasantes. Les échéances passent, et il ne se passe rien. Donc Trump continue simplement à faire des déclarations, mais il ne les suit pas des faits. Et l'une des raisons pour lesquelles il ne va pas plus loin, c'est que les États-Unis ne sont pas en position d'agir. Alors, qu'allons-nous faire? Envoyer des troupes américaines au sol à Gaza et risquer de les faire tuer? Faut-il larguer encore plus de bombes? L'endroit est déjà un paysage lunaire. Ont-ils besoin que les États-Unis soient là pour les aider? Israël ne peut pas le faire seul. Ils l'ont déjà démontré. La guerre dure maintenant depuis 2 ans, à quelques semaines près. Et Israël n'a pas réussi à vaincre une force de guérilla. Je n'irai pas jusqu'à les appeler une armée. Ils n'ont ni l'armement, ni le renseignement, ni la technologie dont dispose Israël. Et Israël a l'avantage. Ils les ont confinés dans une zone délimitée. Ce n'est pas comme s'il y avait des espaces ouverts où ils pourraient facilement infiltrer de nouveaux soldats, des armes et des munitions. Israël a tout contenu et il n'arrive toujours pas à les vaincre. Donc, à un moment donné, cette réalité finit par rattraper tout le monde. Qui soutient le plus Israël en Europe, Larry? Quel pays est le plus important en ce qui concerne l'aide apportée à Israël? En dehors des États-Unis? Oui. Je parle avec Dorf Smith. Je dirais l'Allemagne, puis le Royaume-Uni. Ce sont les 2 plus importants. Parce que l'Espagne est sortie et escortiste d'alliés carrément un embargo à Israël. Cela ne change rien. C'est une irritation mineure. C'est un pas dans la bonne direction. Toute l'Europe, la seule façon d'arrêter vraiment Israël maintenant et de forcer la main de Bibi, c'est un embargo commercial total. Rien n'entre, rien ne sort. Et je pense que les pays des BRICS pourraient vraiment prendre l'initiative là-dessus. L'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil, la Russie, la Chine. Mais ils ne le font pas. Ah, le voilà. Il est arrivé avec la bonne chemise. Bien joué. Bonjour Larry. Bonjour Nima. Salut Paul. Hello Larry. Hello Nima. Hey, Paul. Comment ça va, Paul? Super. Bienvenue. Paul, quelle belle chemise tu portes.
Yeah. Oui, c'est plus discret. J'en ai un vraiment extravagant. Je le mettrai la prochaine fois. I'll wear it next time. D'accord, voilà. Paul, la dernière fois que tu nous as quittés, tu as dit « Nous devons faire quelque chose ensemble, Larry Okay. D'accord. Je suis heureux de le faire. Happy to do so. ». Oui, Moi aussi. oui, Paul, nous restons concentrés. Nous parlions du cas d'Israël et de la manière dont les États-Unis essayent de gérer la situation au Moyen-Orient. Donald Trump essaye de faire pression sur le Hamas. D'après ce que vous avez observé jusqu'à présent, comment percevez-vous la réaction venant de Gaza du Hamas et de leur mouvement? Well, I think they're being destroyed, so. Eh bien, je pense qu'ils sont en train d'être détruits. Vous savez, Trump ne met jamais la moindre pression sur Israël. C'est toujours sur leurs victimes. Oui. Vous savez, ce que Trump dit n'a pas vraiment d'importance. C'est le spectacle d'Israël. Ils font tout ce qu'ils veulent sans jamais être inquiétés. Personne ne fait rien à ce sujet. Et d'après toutes les photos que j'ai vues, il ne reste absolument rien de la ville de Gaza. Les Palestiniens sont tout simplement effacés de l'histoire. Le pays est complètement volé et le peuple sera soit tué, soit affamé, soit envoyé dans des camps de réfugiés. C'est ce qui se passe depuis 1947. Je pense qu'il y a en fait plus de Palestiniens vivant à l'étranger dans des camps de réfugiés. I think there are actually more Palestinians living abroad in refugee camps, and there are actually 3 generations of people have been raised in these refugee camps. Et il y a en réalité 3 générations de personnes qui ont grandi dans ces camps de réfugiés. Donc si Israël peut s'en tirer ainsi depuis plus d'un demi-siècle, presque 3/4 de siècle, ils peuvent faire pratiquement tout ce qu'ils veulent. Ma principale inquiétude, c'est de savoir si Netanyahou va pousser Trump à nous entraîner dans une guerre pour Israël contre l'Iran. Comme il a réussi à nous entraîner dans des guerres au Moyen-Orient au cours du XXIe siècle. Je veux dire, nous avons détruit 5 ou 6 pays pour eux, à nos frais, avec nos vies. C'est ça qui m'inquiète. Je me suis souvent demandé si la raison pour laquelle Trump veut se retirer de la situation en Ukraine n'est pas justement pour pouvoir faire la guerre pour Netanyahou contre l'Iran. Ukraine is so that he can go to war for Netanyahu against Iran. Larry, do you think that would help? Larry, penses-tu que cela aiderait les États-Unis si nous entrions en guerre avec l'Iran? Yeah, as I said before Paul came on, Comme je l'ai dit avant que Paul n'arrive, ce que nous voyons, c'est Donald Trump qui crée davantage de points de vulnérabilité au lieu de désamorcer les crises et d'essayer d'apaiser la situation, de chercher différentes façons de collaborer avec d'autres pays. Il intensifie les conflits, le potentiel de conflit. Et ce n'est pas seulement sur le plan militaire, c'est aussi sur le plan économique. Donc, quand on regarde l'état du système financier mondial, il y a d'énormes changements en cours que beaucoup en Occident n'apprécient pas ou ne reconnaissent pas encore. Je disais à Nima tout à l'heure, Paul, que j'ai découvert l'autre jour que pour la première fois, en 2025, les transactions SWIFT sont en baisse de 15%. Incroyable. Oui. Est-ce parce que les pays des BRICS n'utilisent plus SWIFT parce qu'ils utilisent leur propre monnaie? going out, no longer using SWIFT because they're doing their own currencies? Or is that because there are some new digital platforms? Ou est-ce parce que de nouvelles plateformes numériques arrivent en ligne et sont utilisées à la place de SWIFT? Ça pourrait être une combinaison des deux. Mais lorsque vous avez 15% de transactions en moins sur SWIFT, ça va se répercuter sur l'économie internationale. Et puis, quand on regarde ce qui s'est passé, l'Inde, il y a un an, a commencé à vendre ses bons du trésor et à acheter de l'or. Et cela comparait juin à juin, de juin 2024 à juin 2025. Eh bien, est-ce qu'il s'est passé quelque chose depuis juin 2025 qui pourrait rendre l'Inde moins encline à acheter plus de bons du trésor? Oh, laissez-moi réfléchir. Oui. Donc, oui, je pense que Trump, au lieu d'essayer d'apaiser, de calmer le jeu, il met le feu aux poudres. Pour oil on troubled waters, man. He's setting the waters on fire. Yeah.
And he's isolating the United States. Oui, oui. Et il isole les États-Unis. Oui, et il nous coupe de toutes les opportunités commerciales que les nouvelles organisations en Asie vont créer. Nous sommes tout simplement exclus de la partie du monde en pleine croissance. C'est de la folie. Oui, eh bien, et regardez, vous savez, personne aux États-Unis, je n'ai vu personne aux États-Unis vraiment couvrir cela dans les médias grand public. La Chine a cessé d'acheter nos graines de soja et les achète désormais au Brésil. Donc tous ces producteurs de soja et John Deere qui se plaint de ne plus pouvoir vendre ses tracteurs. Il y a donc une véritable perturbation, à mon avis, dans le secteur agricole de l'économie américaine, et cela semble tout simplement ignoré, passé sous silence. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Larry. Partout dans notre économie, je viens de lire que les 2/3 de la main-d'œuvre high-tech en Californie sont titulaires de visa H-1B. Donc il n'y a même pas d'emploi high-tech pour les diplômés américains de Caltech, Georgia Tech, du MIT et des autres. C'est donc une situation ignorée, comme tu l'as dit. Oui. Enima, je dois partir. Merci, Larry. Très bien. Toujours un plaisir de vous voir, Paul. Merci. Oui, Larry, c'est un plaisir de te voir. Peut-être que Nima fera une émission avec nous deux. Oui, je suis partant pour ça, bien sûr. D'accord. Au revoir. See you. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Paul, what's going on right now as we talk? Paul, que se passe-t-il en ce moment? Pendant que nous parlons, il y a un sommet en ligne des BRICS en cours. Le Brésil a convoqué ce sommet, et je suppose qu'il parle principalement des États-Unis et du comportement du gouvernement américain, notamment en ce qui concerne la pression exercée sur la Chine, l'Inde et le Brésil, afin d'imposer ces tarifs secondaires d'ailleurs, pour finalement faire pression sur la Russie. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à ces pays qui s'unissent pour se défendre contre ces tarifs injustes que les États-Unis essaient de leur imposer à cause de la guerre en Ukraine? Quelle est selon toi la nature de ces discussions? Que cherchent-ils à obtenir, à ton avis? Eh bien, tout d'abord, je pense que ces discussions sont nouvelles parce qu'ils ont maintenant le courage de résister à Washington, puisqu'ils voient des alliances avec la Russie et la Chine, qui sont des puissances montantes qui résistent à Washington. Et l'Iran résiste aussi, donc ils ont plus de confiance qu'auparavant. Dans le passé, ils auraient eu peur de contrarier Washington d'une quelconque manière. Et maintenant, ils voient qu'ils ont peut-être l'opportunité de se libérer du contrôle de Washington. Vous savez, certains commentateurs interprètent les actions de Trump comme un désengagement des zones que nous ne pouvons pas contrôler, comme l'Asie et l'Afrique, pour se concentrer sur l'Amérique du Sud, afin d'en faire notre chasse gardée, jusqu'à menacer le Venezuela d'une intervention militaire. Et donc, les Sud-Américains réalisent peut-être que les Américains vont nous asservir encore plus si nous ne faisons rien. Cela pourrait donc simplement faire éclater tout le système d'influence américaine qui a été établi depuis la Seconde Guerre mondiale et en Amérique latine depuis la doctrine Monroe au XIXe siècle. D'une certaine manière, c'est porteur d'espoir, car cela réduit la possibilité de guerre. L'Occident se retrouve isolé plutôt que dominant, et lorsqu'on est isolé, il est plus difficile de déclencher des guerres. Je pense donc que l'isolement des États-Unis va s'accentuer, et que c'est la faute des États-Unis eux-mêmes. Ce n'est pas une politique que les autres pays adoptent contre les États-Unis comme un acte d'agression ou de manière offensive. C'est une réponse défensive à l'hégémonie américaine, à une domination de longue date, au renversement de gouvernement, à l'imposition de sanctions, et à la façon dont Trump semble utiliser les tarifs douaniers. Ce n'est qu'une sanction de plus.
it's not really like a traditional. Ce n'est pas vraiment comme un tarif traditionnel destiné à aider une industrie américaine en particulier. Pourquoi l'industrie américaine a-t-elle besoin d'une protection tarifaire? Elle était autrefois la plus efficace au monde. J'ai vu aujourd'hui aussi que Boeing, vous savez, la grande et puissante entreprise aéronautique américaine, Boeing, tous ses problèmes viennent du fait qu'elle a licencié tous ses ingénieurs américains et embauché des Indiens à 9 $ de l'heure. Donc ils payent des Indiens pour faire tout leur travail de haute technologie, leur travail logiciel. Ils paient les Indiens moins que ce que gagnent les employés de la restauration rapide. Alors, quelles compétences obtiennent-ils? Quand vous avez des PDG et des conseils d'administration dont la seule préoccupation est leur prime pour les 3 prochains mois, vous obtenez une incompétence totale dans toute votre industrie, et c'est ce que l'Amérique a produit. Je pense donc que c'est une bonne réponse générale à votre question. Oui, Paul, voici ce que Ludnik a dit à propos de l'Inde. Pourtant, ils veulent ouvrir leur marché, arrêter d'acheter du pétrole russe, n'est-ce pas? Et cesser de faire partie des BRICS, n'est-ce pas? Ils sont la voyelle entre la Russie et la Chine. Si c'est ce que vous voulez être, alors allez-y. Mais soit vous soutenez le dollar, vous soutenez les États-Unis d'Amérique, vous soutenez votre plus grand client, qui est le consommateur américain, soit vous allez devoir payer une taxe de 50%. Et voyons combien de temps cela va durer. Je pense qu'il essayait de dire « Arrête d'être l'Inde. Inde, arrête d'être l'Inde. » Comment peuvent-ils cesser de faire partie des BRICS alors qu'ils en sont le pilier? Oui, il m'a semblé désespéré. De la désespérance. Arrêtez de faire ceci, arrêtez de faire cela, arrêtez. Eh bien voilà ce qui arrive quand on commence à intimider des pays qui en ont assez d'être malmenés. Vous savez, l'Inde a été pendant très longtemps totalement dominée par les Britanniques. Et une fois qu'ils se sont libérés des Britanniques, ils sont tombés sous notre domination. Donc je pense qu'ils en ont assez, et ils ont vu que les Russes et les Chinois n'allaient pas tolérer cela. Et donc, vous savez, la principale conséquence, je pense, et j'aimerais savoir ce que Larry en pense, mais je crois que la principale conséquence des menaces envers l'Inde a été de supprimer complètement les antagonismes entre l'Inde et la Chine. Ce point de friction de longue date a disparu. Ils ont compris que le problème qu'ils avaient entre eux ne pesait rien face au problème avec les États-Unis. Oui. Donc nous renforçons encore l'unité des BRICS, c'est ce que nous faisons. Et comme Larry vient de le souligner dans votre émission, si les transactions SWIFT ont diminué de 15%, alors il est clair que le rôle du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale commence à décliner de manière significative. Si nous perdons ce rôle, nous ne sommes plus une superpuissance. Nous pouvons avoir des missiles et tout cela, mais nous n'avons pas la puissance économique pour être considérés comme une superpuissance. Ainsi, le destin, l'hégémonie que les néoconservateurs ont imposée sur la base de l'exceptionnalisme libéral, de l'internationalisme libéral, a en fait détruit l'éthique américaine. L'Inde, en tant que représentante, se trouve en Iran, et ils discutent d'améliorer leur marché en Asie centrale à cause des droits de douane de 50% imposés par les États-Unis. Ils cherchent à trouver un marché alternatif pour leurs produits. Et nous avons eu la même chose, Paul, avec la Russie. Tu te souviens de ce qui s'est passé après le sabotage du gazoduc Nord Stream? Pour l'économie russe, cela a été un choc. Mais ils ont réussi à remplacer l'Allemagne par d'autres options, d'autres alternatives. Il me semble qu'avec la pression exercée par les États-Unis sur l'Inde, l'Inde finira par trouver une alternative pour son économie, et elle va s'en sortir, elle va gérer la situation. Mais au final, ce sont les États-Unis qui perdent tout cela.
tout comme l'Europe a perdu dans le cas de la Russie. As Europe lost it in the case of Russia. Yeah, that's right. Oui, c'est exact. La destruction de ce gazoduc Nord Stream et les sanctions énergétiques que les États-Unis essayent d'imposer à certains pays, pas seulement la Russie, mais aussi l'Iran et le Venezuela, ne nuisent pas à ces pays. Mais je n'ai jamais compris pourquoi la Russie voulait fournir de l'énergie à l'Europe, qui se bat contre elle en Ukraine. J'ai toujours pensé que c'était une politique insensée de la part du Kremlin. Et j'en ai tenu responsable la directrice de la Banque centrale russe, que je trouve totalement incompétente. Toutes les politiques qu'elle a menées ont gravement nui à la Russie. Je ne vois pas une seule politique de la Banque centrale russe qui était en leur faveur, comme les taux d'intérêt élevés actuels. C'est insensé. Pourquoi ont-ils besoin de ces taux d'intérêt aussi élevés? Elle dira, « Oh, nous devons attirer des capitaux étrangers. » Eh bien, ils n'ont pas besoin de capitaux étrangers. La Russie n'a absolument pas besoin de capitaux étrangers. Et donc, elle n'a aucune raison de vendre son pétrole. Ils en ont vraiment pas besoin. Pourquoi auraient-ils besoin de vendre leur pétrole? Ils n'ont aucune raison de le faire. Cela n'aurait aucun effet sur leur économie qu'ils le vendent ou non. En fait, ils seraient mieux avisés de le garder dans le sol pour eux-mêmes et leurs alliés, comme la Chine ou l'Inde. Maintenant, la vraie question intéressante n'a pas été posée, à savoir, puisque les 2/3 des travailleurs de la haute technologie de la Silicon Valley, en Californie, sont indiens, et puisque la main-d'œuvre de Boeing, tout son logiciel, est composée d'Indiens, est-ce que Trump va imposer des droits de douane sur la main-d'œuvre indienne importée? Vraiment. Je veux dire, pourquoi est-ce que c'est acceptable que les Indiens envoient leur main-d'œuvre ici sans droit de douane, permettant ainsi à nos entreprises de licencier des Américains spécialisés dans les hautes technologies? Cela n'a aucun sens du tout. Donc, toute cette approche, je ne sais pas qui conseille Trump en économie, mais qui que ce soit, c'est un idiot. Je le pense littéralement. Je ne cherche pas simplement à être offensant. C'est de l'idiotie. Les 2/3 de la Silicon Valley, ce sont en grande partie des Indiens. La main-d'œuvre hautement qualifiée de Boeing, ce sont des Indiens aux États-Unis. Alors, où est le tarif douanier? C'est de la main-d'œuvre importée, comme n'importe quel autre produit importé. Pourquoi n'y a-t-il pas de tarif là-dessus? Et si c'était 50%, ce serait peut-être assez élevé pour que les entreprises américaines recommencent à embaucher des Américains. Vous savez, quand on a une économie comme la nôtre depuis des décennies, où tout l'emploi se trouve dans la fonction publique, la santé, les services sociaux et les serveuses et barmen, on n'a pas vraiment d'économie. On n'a rien à exporter. On pourrait penser qu'il y aurait un peu d'attention portée à ce problème, mais il n'y en a aucune. J'en parle depuis des décennies. Je n'arrive pas à attirer l'attention là-dessus parce que cela sert les primes à court terme des dirigeants qui tiennent les rênes. Tout ce qu'ils peuvent faire pour réduire les coûts augmente leurs primes. Donc quand on gère l'économie de cette façon, on la détruit, on la mène droit dans le mur, et on pourrait penser que Trump voudrait faire quelque chose à ce sujet. Je suis d'accord avec vous pour dire que tous ces droits de douane sur les autres n'auront aucun effet sur eux et n'auront aucun impact négatif sur eux, et ça n'empêchera pas l'Inde d'acheter du pétrole russe. Paul, que penses-tu de la décision de l'administration Trump de changer le nom du département de la Défense en département de la guerre? Department of War. Oh, c'est très honnête. C'est comme ça qu'on l'appelait autrefois. Mais vous voyez, les libéraux ont commencé à se cacher derrière des euphémismes.
Oh, nous ne sommes pas pour la guerre, nous sommes juste pour la défense. Donc le département de la défense est un euphémisme, en particulier pour les États-Unis qui ont provoqué des guerres partout au XXe siècle, dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Soudan, Somalie, Afghanistan, Irak, Syrie. Gaza, la guerre de Gaza est notre guerre. C'est notre argent, ce sont nos armes, c'est notre couverture diplomatique. Donc vous savez, c'est ce que nous sommes. Nous sommes une nation de guerre. Donc Trump est honnête, c'est un département de la guerre. C'est comme ça qu'on l'appelait quand nous étions un pays honnête, avant que nous commencions à nous cacher derrière des euphémismes. Donc tant mieux pour lui. Je suis content qu'il ait fait cela. C'est la première chose honnête que j'ai vue depuis longtemps. Est-ce que cela signifie qu'ils vont déclencher d'autres conflits? Et pas nécessairement, parce que maintenant, si les gens commencent à le voir comme un ministère de la guerre, plutôt que comme quelque chose qui les défend, mais comme quelque chose qui les menace de guerre, ça pourrait être un geste très habile de la part de Trump pour arrêter les guerres, ou du moins y mettre certaines limites. Ce n'est pas le cas actuellement parce que, oh, nous n'allons pas vraiment à la guerre, nous faisons que nous défendre. Vous savez, c'est comme ce que dit Israël. Oh, nous ne sommes pas en guerre à Gaza ou avec la Palestine. Nous faisons que nous défendre contre des terroristes. Nous faisons que nous défendre contre des terroristes. Oui, tous les Palestiniens sont des terroristes, et nous faisons que nous défendre. C'est pas vraiment la guerre. Nous ne faisons que nous défendre. Et c'est ainsi qu'ils affirment que c'est pas un génocide. Je veux dire, c'est juste de la légitime défense. S'ils arrêtaient simplement, il ne se passerait rien. Vous voyez, ils nous ont attaqués le 7 octobre, voyez. Et ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Je veux dire, depuis des années, des décennies, ils présentent même les enfants palestiniens comme des terroristes, disant qu'ils ont tous des bombes attachées à eux pour pouvoir entrer dans une colonie israélienne, un magasin ou un restaurant, se faire exploser et tuer des gens à l'intérieur. Cette propagande existe depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et elle a été efficace. Paul, comment as-tu trouvé le défilé et le sommet de l'OCS, ainsi que la combinaison des deux? Quel était le message issu du sommet de l'OCS et du défilé en Chine? Tu parles bien de l'Organisation de coopération de Shanghai. Eh bien, je pense qu'il est désormais assez clair que cela s'est consolidé et que c'est désormais perçu comme une source de soutien pour de nombreux pays qui en ont assez d'être sous pression. Et je pense que pour ces pays, c'est un immense soulagement. Je pense donc que cela entraînera une rupture plus rapide des relations avec l'Occident, car ils ont renoncé à l'Occident et ont maintenant l'opportunité de s'en détacher. À mon avis, c'est un changement majeur en termes d'influence dans le monde. L'Occident a décliné et pris de l'ampleur. Et cela m'amuse beaucoup de lire récemment deux analyses qui attribuent tout le mérite à Trump pour la création d'un monde multipolaire. C'est comme si c'était la politique de Trump, créer un monde multipolaire. Les deux articles que j'ai vus attribuent vraiment tout le mérite à Trump alors qu'il revient aux BRICS. Et dans un certain sens, bien sûr, il a contribué au succès des BRICS, mais pas dans le but de mettre en œuvre une politique de monde multipolaire. Il a contribué à leur succès pour toutes les raisons dont nous avons parlé aujourd'hui. Vous savez, les menaces, les sanctions et les tarifs douaniers. C'est un dommage collatéral. Oui, c'est ça. Il semble, Paul, que
que Donald Trump lui-même et son administration essaient de faire pression sur l'Inde et d'autres pays. Mais le résultat, comme tu l'as mentionné, renforce d'une certaine manière les BRICS et crée une nouvelle dynamique. Parce qu'il suffit de regarder la Chine lors du sommet de l'OCS, lors du défilé. Le message de la Chine était très clair à l'égard des États-Unis. De toute évidence, ils parlaient des États-Unis lorsqu'ils évoquaient la coopération ou la confrontation. Il faut choisir. Il faut choisir entre la guerre et la paix. Mais il ne semble pas que cela intéresse qui que ce soit. Donald Trump a dit qu'il suivait ce qui se passe en Chine, mais je ne sais pas s'il a compris le message de la Chine. Probably not. You know, Probablement pas. Vous savez, les Américains sont repliés sur eux-mêmes et on leur a appris depuis très longtemps qu'ils sont exceptionnels, que leur pays est exceptionnel et que c'est le plus puissant du monde. Et ils s'en accommodent très bien. Ils ne vont pas changer d'avis simplement parce qu'il est inconfortable de dire « Mon Dieu, nous échouons, nous déclinons ». Il est donc clair pour moi que Trump ne se rend pas compte de ce qui se passe, que nous sommes exclus de la partie du monde qui va se développer le plus et le plus rapidement, celle qui a le plus de potentiel de développement. Et ce sont des pays qui n'ont pas une attitude colonialiste en ce qui concerne le pillage des pays des BRICS qui mènent la danse. Rien n'indique que la Chine et la Russie aient l'intention de piller ces pays, alors que la coopération avec l'Occident a toujours signifié que vous alliez être pillés. cooperation with the West has always meant you're going to be looted. Like Iran was looted. Its oil. Comme l'Iran a été pillé, son pétrole était sous contrôle britannique et américain. La plupart des pays aux mains de l'Occident colonialiste ont été pillés. Donc la situation est bien plus prometteuse aujourd'hui. Nous nous sommes exclus de tout cela. Nous ne participerons pas aux affaires. Ce ne sont pas nos grandes entreprises de construction qui seront impliquées. Ce ne sont pas nos banques qui seront impliquées. Ce ne seront pas nos machines. Nous nous sommes donc piégés nous-mêmes en recourant à la coercition. Les États-Unis sont tellement habitués à la coercition qu'ils ne savent pas être diplomates. Et c'est une compétence perdue. On le voit avec Trump. Il s'appuie sur les menaces. Mais il n'y a pas que Trump. Les États-Unis s'appuient sur les menaces depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Nous faisions attention au nombre de menaces adressées à l'Union soviétique. Nous n'avons jamais provoqué les Soviétiques comme nous provoquons Poutine. D'une certaine manière, nous avons empiré. So, in a way, we've gotten worse. I don't know if you saw the document, the new. Je ne sais pas si tu as vu les nouveaux documents qui sont sortis, montrant que l'Union soviétique a demandé à rejoindre l'OTAN en 1954 et que l'Occident a dit non. Ce sont de nouveaux documents. Et tu sais, le problème n'a jamais été le communisme. Le problème était plus vaste que ça. Le problème, c'était la Russie. Ils ne veulent pas que la Russie soit une amie. Ils veulent que la Russie soit l'ennemi. Et il n'y a pas de fin à ce genre d'état d'esprit aux États-Unis, à l'heure où nous parlons. Es-tu sûr que ces documents sont authentiques? Oui, Poutine a publié ces documents. Eh bien, les documents montrent que l'Union soviétique voulait rejoindre l'OTAN en 1954. C'est 2 ans avant que Khrouchtchev ne dénonce Staline. Donc j'aurais pensé qu'ils étaient encore largement une force idéologique, avec le communisme en Russie. Et il est difficile de voir la base de cela parce qu'il y avait un fossé idéologique. Je veux dire, il a duré bien plus longtemps qu'il n'était réel. Mais à cette époque, je pense qu'il était encore réel. Maintenant, il se peut que Staline ne veuille tout simplement pas être confronté à une force militaire et qu'il ne veuille pas avoir à organiser le pacte de Varsovie. Je ne me souviens plus de la date du pacte de Varsovie. Je sais qu'il n'existait pas avant environ 5 ans après l'OTAN. Donc nous avons provoqué ce genre de confrontation en organisant l'OTAN. Les Soviétiques n'ont organisé le pacte de Varsovie que 5 ans plus tard. Donc,
Cela aurait pu être l'alternative de Staline au pacte de Varsovie et à toutes les dépenses militaires. Vous savez, la guerre a été dévastatrice pour l'Union soviétique. Oui, le pacte de Varsovie a été dissous en 1991. C'était quand? En Erikstead. Non, c'est à ce moment-là que ça s'est terminé. Je veux dire, c'est là que c'était fini. Mais quand ça a-t-il commencé? Ça a commencé 5 ans après l'OTAN. Alors quand l'OTAN a-t-elle commencé? En 1955, oui. L'OTAN a-t-elle été créée? Non, je parle du pacte de Varsovie. Eh bien d'accord, alors voyez-vous, si en 1954 Staline voulait faire partie de l'OTAN, il se pourrait bien que ce soit parce qu'il cherchait une alternative à l'obligation d'organiser un bloc opposé. Car organiser un bloc opposé signifiait qu'ils devaient stationner des troupes sur place et disposer d'armes. Et ils avaient probablement besoin de tous leurs investissements pour sortir de la production d'armement. Car l'économie avait été tellement ravagée par la Seconde Guerre mondiale. Donc il est tout à fait possible qu'ils aient dit « Laissez-nous rejoindre l'OTAN ». Mais vous voyez, cela n'aurait pas servi les intérêts du complexe militaro-sécuritaire. Je pense que le complexe militaro-sécuritaire a compris que les pays communistes, la Russie et la Chine, leur offraient l'opportunité de rester en activité indéfiniment, au lieu que l'armée soit démobilisée et que toutes les usines à la production de consommation. Comme beaucoup de fusils de la Seconde Guerre mondiale, ceux-ci étaient fabriqués par des entreprises de machines à écrire, par des fabricants d'appareils électroménagers. Normalement, ils seraient simplement retournés à la production de biens de consommation. Mais le complexe militaro-sécuritaire, à mon avis, y a vu une opportunité. Il ne cessait donc d'agiter la menace des dangereux communistes qui allaient conquérir le monde, et ainsi de suite. Et les conservateurs y croyaient. Ils y croyaient vraiment. Et bien sûr, les communistes leur donnaient de nombreuses raisons d'y croire, par leurs discours et leurs doctrines. Mais je pense que c'était un immense malentendu orchestré qui a créé le complexe militaro-sécuritaire, lequel est puissant. Vous ne pouvez pas aller contre cela. Si vous le faites, ils vous tuent. Ils sont comme le lobby israélien. Il est très difficile pour n'importe quel président de faire quoi que ce soit si cela va à l'encontre des intérêts du lobby israélien ou du complexe militaro-sécuritaire. Des agences plus puissantes comme le lobby israélien, comment va-t-il éviter la guerre avec l'Iran compte tenu du pouvoir du lobby israélien? Comment peut-il se débarrasser de tous nos ennemis avec le complexe militaro-sécuritaire américain? Ils disent, vous détruisez nos profits. Les gens doivent comprendre que c'est un défi qui dépasse la simple présence de ce pouvoir. Et Trump est dans une impasse. Il est dans une mauvaise impasse. Et au lieu de l'insulter et de chercher à le discréditer, les gens devraient comprendre sa situation et le soutenir. Mais c'est pas le cas. Oh, il nous a encore déçus, ou il est ceci, ou il est cela. Ça n'arrête pas. Au final, cela signifie que le peuple américain échoue. Les gens échouent parce qu'ils n'ont ni l'intelligence, ni l'éducation, ni l'intérêt nécessaire pour comprendre la réalité de la situation. Et cela représente donc une énorme contrainte pour les dirigeants qui veulent agir correctement, car ils n'ont pas le soutien du peuple. Les gens ne savent tout simplement pas ce qui se passe, pas vraiment. Et quand on se retrouve dans une telle situation, on est plus ou moins condamné d'avance. Paul, avant de conclure, concernant le cas de l'Iran, lorsqu'on observe l'Iran et la situation au Moyen-Orient,
Il semble que l'Iran essaie de dialoguer avec les Européens, en particulier avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Ce sont les pays qui faisaient partie du JCPOA, car ils parlaient du rétablissement des sanctions et de la réimposition de sanctions contre l'Iran. Et le Parlement iranien voulait voter hier pour sortir du TNP. Mais le gouvernement, le président iranien, leur a demandé d'arrêter et de ne pas poursuivre ce vote. Donc, ils ont simplement arrêté le processus. À votre avis, si vous deviez donner un conseil au gouvernement iranien, que leur diriez-vous? Quelle serait la meilleure façon de gérer le problème auquel ils sont confrontés? Eh bien, c'est presque impossible à cause de l'influence d'Israël. Je veux dire, vous savez, l'Europe est aussi dans la poche d'Israël. En fait, en Allemagne, et je pense dans d'autres pays européens, on ne peut même pas remettre en question certains aspects du récit israélien, comme la Shoah. On risque une peine de prison en Autriche, en Allemagne, et je crois dans d'autres pays. Alors que peut faire l'Iran quand l'Europe est dans la poche d'Israël, tout comme les États-Unis le sont? Donc je pense que l'Iran devrait vraiment tout ignorer et continuer à développer ses relations avec la Russie, la Chine, l'Inde et les autres pays des BRICS. Et il faut simplement se concentrer là-dessus et voir si cela, d'une manière ou d'une autre, détourne les attaques contre l'Iran ou pousse ses puissants alliés des BRICS à intervenir. Je ne pense pas que l'Iran ait la moindre possibilité de progresser avec les États-Unis ou l'Europe. Si l'on regarde l'incapacité de n'importe quel pays européen et des États-Unis à intervenir de quelque manière que ce soit contre le génocide qui se déroule à Gaza, c'est le même génocide qui se poursuit contre la Palestine depuis 1947. Les Israéliens ont simplement toujours procédé lentement. 2 pas en avant, 1 pas en arrière, 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et si l'on observe la carte de la Palestine au fil des années, on voit que la partie palestinienne ne cesse de rétrécir, encore et encore. Il ne reste plus que quelques petits points, et personne n'a jamais rien fait à ce sujet, à part parler d'une solution à 2 États. Or, il était évident dès le départ qu'il n'y aurait pas de solution à 2 États. Pourquoi était-ce évident? Parce que Israël répétait sans cesse « La Palestine appartient aux Juifs ». Israël disait « Il n'existe pas de peuple palestinien ». Il dit cela depuis 1947. Nous parlons de plus de 3/4 de siècle. Et l'Occident répétait toujours « Solution à 2 États ». Et puis un peu plus de la Palestine disparaissait. Et encore solution à 2 États, et un peu plus disparaissait. Aujourd'hui, nous avons un génocide. Nous assistons à l'anéantissement de Gaza. Je veux dire, je ne pense pas qu'il reste un seul bâtiment. Et de toute évidence, Israël a annoncé qu'il n'y en aurait plus. Donc quand la source des problèmes de l'Iran est Israël, et qu'Israël est protégé par l'Occident, et dans une certaine mesure par Poutine, l'Iran ne peut vraiment rien faire. Il pourrait, s'il avait le type de leadership nécessaire, simplement se préparer et détruire Israël. Je veux dire, littéralement faire à Israël ce qu'Israël a fait à la Palestine, c'est-à-dire détruire complètement l'endroit. Mais il ne va pas le faire. Cela demande une forme de détermination. C'est ce que les Romains ont fait à leur principal ennemi de l'autre côté de la Méditerranée, Carthage. Il est rare que quelqu'un agisse ainsi. En réalité, c'est ce que l'armée de l'Union de Lincoln a fait aux Indiens des plaines américaines. Ils les ont tout simplement exterminés. Donc cela arrive. Mais c'est à peu près la seule chose que l'Iran puisse faire à part simplement l'ignorer et se concentrer, mettre son énergie à développer ses relations avec de nouveaux pays puissants. Et il devrait vraiment faire tout ce qui est nécessaire pour obtenir de la Russie suffisamment de systèmes de protection aérienne S-400
afin que les Israéliens ne puissent plus continuer à assassiner leurs dirigeants. Le fait que l'espace aérien iranien ne soit pas complètement, totalement défendu, à mon avis, c'est absolument insensé. Et le fait que Poutine ne soit pas intervenu il y a longtemps pour fournir cette protection montre que même Poutine s'incline devant Israël. It shows that even Putin is kowtowing to Israel. So, there's not going to... Il n'y aura donc aucune résolution de la revendication israélienne sur le Grand Israël. C'est une revendication israélienne, et cette revendication ne cesse de s'étendre. Vous savez, nous avons souligné qu'ils ont ajouté non seulement la moitié de l'Arabie saoudite, mais aussi le Pakistan au Grand Israël. Donc, tant que c'est l'objectif israélien, la seule issue possible à la question israélo-iranienne, c'est que l'un détruise l'autre. Et Israël espère utiliser les États-Unis pour détruire l'Iran, comme nous l'avons fait avec tant d'autres pays. Et l'Iran ne semble pas avoir cette idée en tête. Donc, comme je l'ai dit, l'Iran devrait développer ses relations avec la Chine, l'Inde, la Russie et les autres, et se concentrer sur la vente de son pétrole aux BRICS, car les BRICS ont besoin d'énergie. Focus on selling its oil to BRICS, because BRICS need energy. And just forget all about the West. Oubliez complètement l'Occident. Il y a quelques années, j'ai écrit que la solution pour Poutine était simplement de tourner le dos à l'Occident et d'arrêter d'essayer de les amadouer. Il devrait cesser de tenter de négocier avec eux, car cela ne mènerait nulle part. Et effectivement, cela n'a mené à rien. La situation n'a fait qu'empirer. Plus Poutine négocie, plus cela empire. Alors pourquoi l'Iran devrait-il reproduire la folie de Poutine? C'est insensé. Et il est bien plus facile d'éviter le conflit simplement en tournant le dos, en passant à autre chose, et en les ignorant. Bien sûr, il faut maintenir ses défenses, mais il suffit de les ignorer. Et la Russie ne peut pas faire cela parce qu'il y a tous ces gens qui sont tellement amoureux de l'Occident. Ils veulent simplement s'occidentaliser, comme les délégués de Poutine aux conférences de paix. Ces gens-là, ils ne sont même pas russes. Donc, vraiment, je pense que ce que nous avons vu lors des réunions de l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est une plus grande confiance parmi les nations du groupe dans leur capacité à tourner le dos à l'Occident, qu'ils n'ont pas besoin de l'Occident, et qu'ils peuvent avancer et faire quelque chose par eux-mêmes, n'avoir que leur propre système, et ne pas avoir à supplier pour que les sanctions soient levées, ou pour être autorisés à utiliser SWIFT, ou pour que leurs réserves de banque centrale ne soient pas confisquées. Ils peuvent simplement se développer par eux-mêmes et éviter toutes les institutions occidentales. Et l'idée que d'une manière ou d'une autre, Trump pourrait être une solution à leurs problèmes. Les négociateurs de Poutine reviennent sans cesse avec cette idée que Trump et Poutine vont arranger les choses. Trump and Putin are going to fix things. They're going to bring us back together again. Ils vont nous rassembler à nouveau. Ils vont éviter la guerre nucléaire, n'importe quoi. C'est absurde. Ils devraient simplement dire, écoutez, on ne peut rien obtenir avec ces gens-là. Regardez le chaos dans lequel nous nous sommes retrouvés en essayant d'avancer avec eux. Tout ce que nous avons fait, c'est étendre l'OTAN à nos frontières. Nous avons maintenant la Suède et la Finlande. Et nous avons cette guerre en Ukraine, où tout l'Occident parle d'y envoyer des troupes et de faire de l'Ukraine un membre de facto de l'OTAN. Elle ne sera pas officiellement membre, mais elle bénéficiera de toutes les mêmes protections qu'un membre. Et voilà ce qui est sorti des négociations de paix de Poutine. C'est vraiment incroyable. C'est un acte de pure folie. Et l'Iran ne devrait pas suivre cet exemple. Il devrait simplement dire, écoutez, nous voyons ce que les Russes ont fait, et nous n'allons pas se voir Hey, focus all our diplomacy on the East. Yeah. Paul, I have a poll coming. Oui, Going on Paul, on this. j'ai lancé un sondage pendant cette session en direct. La question est, à quoi ressemble la fin pour l'Ukraine? Les options sont, premièrement,
la Russie impose ses conditions. Deuxièmement, les États-Unis convainquent la Russie de faire un compromis. Et troisièmement, un conflit sans fin, sans résolution. Laquelle choisis-tu? Which one is your choice? Well, I think Putin is Eh bien, je pense que Poutine est capable de la folie de faire des compromis, car ses négociateurs ont ce fantasme de faire partie de l'Occident. Mais d'un autre côté, même si Poutine est capable de ce genre d'erreur stupide, je ne pense pas qu'il le fera. Parce qu'une chose que la guerre a provoquée, c'est une forte augmentation du nationalisme russe. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Beaucoup de gens ont perdu des pères, des maris, des frères, des cousins, des oncles. Et l'armée a été contrainte par Poutine de se battre avec une main attachée dans le dos. Et pourtant elle l'emporte. La guerre est essentiellement sur le point d'être terminée, en ce qui concerne la reprise par la Russie de tout le territoire de l'Ukraine, qui fait désormais partie de la Russie elle-même. Alors, que se passe-t-il à ce moment-là? Si l'Ukraine et l'Occident veulent continuer la guerre d'une manière ou d'une autre, l'effet le plus probable sera de forcer les Russes à simplement prendre tout le pays. Ils devront arrêter de se battre avec une main attachée dans le dos et simplement raser l'endroit. Et je pense qu'une démonstration de leur véritable capacité comme celle-là fera trembler Washington et toutes les capitales européennes. Ils laisseront simplement tomber parce qu'ils diront « Eh bien, ils ont enfin décidé d'agir et nous avions tort de penser qu'ils en étaient incapables et nous devrions arrêter avant que cela ne prenne de l'ampleur. » Voilà comment je vois les choses. Maintenant, il faudra peut-être un nouveau leadership en Russie, parce que Poutine est tellement influencé par ces gens qu'on appelait autrefois les intégrationnistes atlantistes, qui voulaient que la Russie soit intégrée à l'Occident et non à l'Orient où elle s'intègre actuellement. Donc même s'ils exercent une influence néfaste sur Poutine et le gouvernement russe, ils sont déjà en train de perdre à cause des BRICS. Il est probable que la Russie soit intégrée aux deux. It's unlikely Russia's going to be integrated in both. And so, I don't think Donc, je ne pense pas, même si la mentalité de Poutine manque de nationalisme suffisant, qu'il ira dans leur direction. Il me semble donc que le prochain conflit surviendra lorsque Poutine aura achevé l'aspect militaire de l'opération militaire spéciale et qu'il sera alors confronté à la démilitarisation et à la dénazification de l'Ukraine. Que fera l'Occident à ce moment-là? Va-t-il encore essayer d'intervenir? Si oui, sous quelle forme cette intervention prendra-t-elle? Si c'est une intervention militaire, alors la situation sera dangereuse. Si c'est seulement Zelensky, alors il va perdre l'Ukraine. Donc ce n'est pas terminé. Et la direction que ça prendra dépendra de ces facteurs. Oui, merci beaucoup Paul d'avoir été avec nous. C'est toujours un grand plaisir. Eh bien merci Nima pour l'opportunité et les questions. Tu nous as tous poussés à réfléchir. Grand plaisir.